Les tensions augmentent dans l'une des régions les plus disputées de la planète, la mer de Chine méridionale. La garde côtière chinoise a tiré des canons à eau sur un navire philippin, un acte qualifié de piraterie par les Philippines. Non seulement ce sont des pirates, mais aussi des intimidateurs typiques. Menacer l'officier de la marine philippine avec une hache. Ils essaient de justifier ces actions agressives, non locales et barbares. La Chine est l'opérateur de zone grise le plus sophistiqué que le monde ait jamais vu. Je ne pense pas que les Philippines aient la capacité de jouer à ce genre de jeu. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a soutenu que cibler ces mers est une attaque contre l'âme de la nation. Nous ne pouvons permettre à personne de le détacher. En 2014, la Chine a commencé à mettre en œuvre son plan pour attaquer 5 pays à la fois. La Chine a commencé à construire des îles militaires dans la mer de Chine méridionale, à l'intérieur des frontières d'autres pays. Depuis, l'intimidation perdure. La Chine intensifie ses tactiques, frôlant la guerre sans la déclarer. De telles scènes sont devenues bien trop fréquentes. Les forces chinoises utilisent maintenant des lasers militaires pour percuter et couler des navires ouvertement. Et les îles artificielles ne font qu'aggraver les choses. Chacune est armée de canons anti-aériens, de systèmes de missiles, de pistes, de radars et de dépôts d'armes. En seulement 2 ans, la Chine a construit non pas une, non pas 2, mais 7 de ces îles à l'intérieur des frontières d'autres pays sans leur permission. Pour appuyer sa revendication territoriale, la Chine a créé sa propre carte avec une ligne en U à 9 traits, réclamant près de 90% de la mer de Chine méridionale. Cette ligne traverse directement les zones d'autres pays, comme les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, et d'autres encore, ce qui pose problème. Pour ces raisons, les experts militaires américains pensent que ces îles de la mer de Chine méridionale sont les plus susceptibles de déclencher la Troisième Guerre mondiale. La mer de Chine méridionale est l'une des régions les plus précieuses et contestées du monde. Elle gère à peu près un tiers du commerce maritime mondial. C'est plus de 3000 milliards de dollars de marchandises chaque année. Si cet endroit devient une zone de guerre ou tombe sous le contrôle d'une nation, les répercussions sur le commerce mondial et l'approvisionnement en énergie seraient dévastatrices. Mais ce n'est que le début. Sous ces eaux se trouvent environ 11 milliards de barils de pétrole et 190 billions de pieds cubes de gaz naturel. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si on trouvait l'équivalent d'un autre Koweït en pétrole et presque l'équivalent d'un cutter en gaz, juste là, attendant d'être extrait. Pour toute nation assoiffée d'énergie en Asie, c'est de l'or. La Chine, tout comme le Vietnam, la Malaisie et les Philippines, le sait et s'est précipitée pour revendiquer une part. De plus, la mer est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète, abritant près d'un tiers de toute la vie marine. De plus, la mer de Chine méridionale relie l'Asie de l'Est au Moyen-Orient et à l'Afrique. C'est l'autoroute principale entre 2 océans, l'Indien et le Pacifique. Celui qui contrôle ces eaux contrôle le flux de carburant, de nourriture et de fourniture entre certaines des plus grandes économies du monde. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est vraiment pas le cas. Le défi pour la Chine est que le droit international existe et que tous sont théoriquement tenus de le respecter. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, un pays contrôle 19,3 km marins depuis sa côte. C'est son territoire souverain. De plus, il obtient une zone économique exclusive de 321 km marins. Vous pouvez y pêcher, construire des plateformes et forer pour le pétrole, mais vous n'en êtes pas le propriétaire absolu. C'est la règle. Le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, le Brunei et la Chine marquent légalement leurs revendications en mer de Chine méridionale en signant un accord. Mais concernant cette région, elle a décidé de jouer selon ses propres règles, en introduisant la tristement célèbre ligne des 9 traits. La ligne originale où elle a été tracée par le gouvernement nationaliste chinois, dans les années 1940. Et elle revendiquait environ 90% de la mer de Chine méridionale comme étant historiquement chinoise. Elle traversait les eaux du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, du Brunei, jusqu'à 1500 km au sud de la Chine. Personne ne l'accepte, que ce soit les Nations Unies, les tribunaux internationaux ou les voisins de la Chine. Cependant, Pékin l'a quand même imprimé sur les passeports, cartes et documents officiels. En 2016, un tribunal international à La Haye a invalidé la revendication de la ligne des 9 traits, statuant que les droits historiques de la Chine n'avaient aucune base légale, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'était une énorme victoire sur papier pour les Philippines, qui ont porté l'affaire, et un désaveu pour Pékin. Mais en réalité, la Chine a ignoré la situation et a continué normalement.
Elle a fermement rejeté la décision et a averti ses voisins de ne pas avoir d'idées. Ils intimident ceux qui s'opposent aux règles de la Chine. Ils muselottent les pays et les détracteurs. Le Parti communiste chinois n'apprécie pas les critiques. C'est pourquoi le gouvernement dépense 30 milliards de dollars annuellement pour censurer la dissidence en Chine. Le Parti communiste chinois investit massivement dans la propagande sur YouTube. Le Parti communiste chinois utilise l'intelligence artificielle et des bots sur cette plateforme pour promouvoir le contenu pro-Chine et supprimer le contenu qui lui est opposé. C'est pourquoi je le dis vraiment quand je dis que sans vos likes, nos vidéos n'obtiendraient aucune vue. Si vous pouvez prendre une seconde pour aimer et vous abonner ci-dessous, cela nous aiderait beaucoup. Donc, la décision de la HAI était définitivement une mauvaise nouvelle pour le Parti communiste chinois, mais il l'avait déjà vu venir. Il savait qu'en droit international, pour revendiquer une zone économique exclusive, vous avez besoin de terres, de véritables terres, pas seulement d'une ligne sur une carte. En 2014, la Chine a lancé une frénésie de récupération de terres. Elle a pris de minuscules récifs et rochers, dans les îles Spratly, certains à peine au-dessus de l'eau à marée haute, et a commencé à y empiler du sable et du ciment pour créer des îles artificielles. Des flottes entières de dragueurs ont aspiré le sable du fond marin et l'ont pompé sur les récifs, tuant le corail mais créant des avant-postes militaires à partir de rien. D'ici 2017, la Chine a construit environ 3200 acres de nouvelles terres sur 7 récifs. Pour avoir une idée de ce qu'ils ont réellement construit, le récif de la Croix de Feu était autrefois un morceau de terre peu profond, juste un anneau de corail à peine au-dessus de l'eau. Aujourd'hui, c'est une base militaire avec une piste de 3 km, des dômes radars, des abris pour missiles et des logements pour de nombreuses troupes. La même situation se produit au récif de Michif, situé dans la zone économique exclusive des Philippines. La Chine dispose désormais de ports, de casernes et d'installations suffisantes pour soutenir des opérations militaires complètes en mer, qu'elle revendique. Elle a apporté du béton et des pistes d'atterrissage et a planté des ancres de sa marine en plein milieu des eaux contestées. Ces îles sont à plus de 700 miles du continent chinois, mais elles ne sont qu'à un jet de pierre de la côte du Vietnam et des Philippines. Officiellement, la Chine affirme que ce ne sont que des installations civiles telles que des stations météorologiques, des postes de secours et des centres de recherche. Mais personne n'y croit. En 2015, Xi Jinping se tenait à côté d'Obama dans le jardin de roses de la Maison Blanche et a dit « Nous n'avons pas l'intention de militariser les Spratly ». En seulement 1 ou 2 ans, des images satellites ont révélé l'apparition de systèmes de missiles solaires, de radars à longue portée et de hangars pour avions de chasse. En 2018, la surveillance américaine a confirmé les soupçons de tous. 3 de ces récifs avaient été totalement militarisés. Ajoutez à cela la présence militaire chinoise existante dans les îles Paracel au nord, et vous obtenez un triangle de pouvoir couvrant presque toute la mer de Chine méridionale. Pendant des années, ces îles ont donné à la Chine un avantage, lui permettant d'intimider ses voisins, de chasser les bateaux de pêche, de bloquer les approvisionnements, et de faire preuve de force face aux marines rivales. Mais Pékin n'avait pas prévu une chose, la physique. Ces îles, construites sur des tas de sable déversés sur des récifs coralliens fragiles, ne sont pas sur du roc solide. Elles bougent. Les îles se fissurent et s'enfoncent. Les dragueurs chinois restent sur place pour cette raison. Ils apparaissent encore occasionnellement pour réparer ou reconstruire ce qui s'érode. Maintenant, ils deviennent désespérés. En 2024, des rapports ont révélé que des ingénieurs marins chinois injectaient de la boue de ciment profondément dans la base de l'île pour empêcher l'effondrement du sable. Cependant, ils n'ont pas cessé. Des analystes occidentaux ont partagé des images satellites de fin 2022 et 2023 révélant de nouvelles structures terrestres sur des récifs inhabités des Spratly. Un nom qui ressortait était le récif Eldad, également appelé récif Ando. Un récif qui avait l'habitude de disparaître à marée haute, avait soudainement des tas de sable dragués et des signes d'activité humaine. Toutes les preuves pointaient vers la Chine. Mais bien sûr, ils l'ont nié et l'ont appelé de fausses nouvelles. Mais les Philippines. Les responsables, incrédules, se sont dits très préoccupés et ont ouvert une enquête. Le Vietnam suivait de près. Que Eldad devienne ou non le prochain récif de la malice, la Chine pourrait ne pas en avoir terminé. 7 postes militaires existent déjà, mais ils pourraient chercher à améliorer la couverture radar, la portée des missiles et les zones de surveillance. Et pendant que tout cela se passe, d'autres pays essaient de faire la même chose. Le Vietnam a ajouté plus de 280 hectares de nouvelles terres, principalement dans les îles Spratly, en récupérant des terres de la mer. Il est peut-être trop tard. La Chine a eu des années d'avance dans la construction d'îles. Les autres tentent maintenant de tenir leur terrain, ou au moins de ne pas être complètement évincés.
Les autres nations ont tardé à réaliser que militariser les îles permet de projeter sa puissance. C'est une manière d'employer des tactiques dites de zone grise. Des tactiques qui tombent en dessous du niveau de conflit ouvert, mais qui causent de là toujours des dommages. C'est là qu'intervient la milice maritime de la Chine, souvent surnommée les petits hommes bleus. Techniquement, ce sont des bateaux de pêche. En réalité, ils ne le sont pas, étant sponsorisés par l'État. Ils passent des semaines à grouiller autour des récifs contestés, arborant des drapeaux chinois et prétendant pêcher, même si les données satellites montrent qu'ils ne pêchent pas. Ils bloquent les navires étrangers, intimident les petits bateaux, suivent les plateformes pétrolières et agissent comme la première ligne de présence de la Chine. Et parce qu'ils sont soi-disant des civils, ils créent un piège. Si la marine philippine tirait sur eux, la Chine pourrait le présenter comme une attaque injustifiée sur des pêcheurs innocents. Le récif de Whitsun en est un bon exemple. Début 2021, plus de 200 bateaux chinois sont apparus dans la zone économique exclusive des Philippines, serrés les uns contre les autres, ancrés côte à côte. Ils restaient immobiles. Questionnés, la Chine a affirmé qu'ils se protégèrent du mauvais temps, mais les images satellites révélaient un ciel dégagé. Un essaim de bateaux, stationnés pendant des semaines. Au final, leur départ n'a pas empêché le message d'être compris par tous dans la région. La Chine peut inonder le récif de son choix, quand elle le souhaite. Comme il ne s'agit que de bateaux de pêche, une réponse forte devient trop risquée. Pousser trop loin pourrait soudainement mener à une guerre avec la Chine. En 2023, le même phénomène s'est reproduit à Rasul Reef et Escada Shoal, toujours dans les eaux philippines. Des dizaines de bateaux de pêche chinois sont apparus, ont traîné pendant des jours, puis sont partis. Mais après leur départ, des plongeurs philippins ont exploré la zone et ont fait une découverte choquante. Des coraux écrasés, des fonds marins grattés et des zones entières de vie marine anéanties. Selon la garde côtière philippine, le récif semble avoir été dynamité ou récolté, possiblement pour préparer une future récupération des terres, ou extraire des coraux et des palourdes rares. Comme d'habitude, la Chine a tout nié, mais les schémas se répètent. Il y a ensuite la garde côtière chinoise, qui à ce stade est essentiellement une marine déguisée. Ces dernières années, ils ont ajouté d'immenses nouveaux navires, certains aussi grands que des destroyers. En 2021, Pékin a adopté une loi autorisant sa garde côtière à utiliser des armes dans les eaux revendiquées par la Chine. Cela a gelé l'ambiance en Asie du Sud-Est. Désormais, si la Chine juge que vous enfreignez ses règles, même dans des eaux qui ne lui appartiennent pas légalement, elle s'est octroyé le droit d'ouvrir le feu. Au rythme où va la Chine, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revendique toute l'Asie, le Pacifique, votre arrière-cour, mon téléphone et le Porsche de votre grand-mère. La garde côtière chinoise a été hyperactive depuis lors. La plupart des vidéos montrent des navires chinois, probablement de la garde côtière, bloquant, bombardant ou épronant d'autres navires en mer. Comment les autres pays ripostent-ils face à ces actions agressives ? C'est un scénario compliqué. Chacun des 5 a sa propre stratégie. Personne ne veut la guerre, mais personne ne reste silencieux. Ainsi, des puissances plus grandes comme les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde sont intervenues. Car, comme je l'ai dit plus tôt, une mer de Chine méridionale contrôlée par la Chine n'affecte pas seulement l'Asie du Sud-Est. Cela affecte tout le monde. Les Philippines ont été les plus vocales, notamment après leur victoire dans un arbitrage en 2016 à La Haye. Sous Duterte, Manille a cherché l'apaisement avec la Chine, minimisant la décision dans l'espoir d'investissement et de relations plus fluides. Mais la Chine a continué à s'immiscer de toute façon, en harcelant les pêcheurs et en arrosant les navires de la garde côtière avec des canons à eau. Finalement, la frustration publique a continué à s'accumuler jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Ferdinand Bongbong Marcos Jr., qui a changé les choses. Les Philippines ont déposé de nombreuses protestations diplomatiques, recensé les mouvements chinois, et ont commencé à envoyer des journalistes sur les patrouilles. C'est ainsi que l'incident du laser et les images de l'éperonage ont été révélées. Marcos a renforcé l'alliance avec les États-Unis en accordant l'accès à 4 bases militaires supplémentaires dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense. Certaines bases se situent à Palawan, face à la mer de Chine méridionale, envoyant un message clair à Pékin. En 2023, Washington a averti que si la Chine attaquait un navire public philippin, même de la garde côtière, cela déclencherait le traité de défense mutuelle. Après l'incident de bélier d'octobre, le président Biden a qualifié l'engagement des États-Unis envers les Philippines de inébranlable. Les États-Unis ont mis à jour leur politique pour inclure les attaques en zone grise, comme les lasers ou les canons à eau, en plus de la guerre ouverte. Parallèlement, les exercices militaires conjoints ont gagné en importance. Balikatan 2023 fut le plus grand jamais réalisé, avec des excursions à feu réel au large de Luzon. Manille prévoit désormais des patrouilles conjointes avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Même la marine et la garde côtière philippine reçoivent un meilleur équipement. Le Japon a donné des navires de patrouille, l'Inde vend des missiles BrahMos, et l'Australie participe à la coordination maritime. Ironiquement,
La pression de la Chine a commencé à former la coalition qu'elle voulait éviter. Il y a ensuite le Vietnam, un pays avec une longue histoire sanglante de conflits avec la Chine. Des invasions anciennes, à la guerre frontalière de 1979 et à la perte des Paracels en 1974, les blessures sont toujours ouvertes. Le Vietnam n'a pas de traité de défense avec les États-Unis, mais il peut tenir bon sans cela. Cependant, Hanoï a renforcé ses relations avec la Russie, l'Inde et même les États-Unis. Ils ont renforcé leur présence dans les Spratlys, ajoutant environ 280 hectares de terre aux récifs qu'ils possèdent. Des pistes d'atterrissage sont envisagées sur les îles Spratly ou Namgyit. A également déployé des systèmes de roquettes mobiles le long de sa côte, pointés directement sur les îles artificielles de la Chine si les choses tournent au vinaigre. En 1988, les troupes vietnamiennes, sous-équipées, ont tenté de défendre le récif sud de Johnson, montrant leur détermination à combattre. La Chine a gagné cette bataille, mais le Vietnam la commémore encore chaque année. La Malaisie, l'Indonésie et le Brunei sont un peu plus discrets. Chacun a réagi différemment, par des manifestations, des patrouilles ou une diplomatie discrète, mais tous veulent éviter une escalade publique. Cependant, leur silence ne doit pas être confondu avec de la faiblesse. Chacun a tracé sa ligne et observe attentivement. Maintenant, les États-Unis n'ont aucune revendication en mer de Chine méridionale, et pourtant, ils sont le principal frein contre la Chine. Le président américain a souligné que la liberté de navigation en mer de Chine méridionale est un intérêt national, raison pour laquelle les navires et avions militaires américains patrouillent régulièrement dans la région pour le faire valoir. Ils mènent ce qu'on appelle des opérations de liberté de navigation, naviguant à moins de 12 000 nautiques des récifs contestés pour contester les prétendues revendications maritimes excessives de la Chine. Pékin fulmine chaque fois qu'un destroyer américain passe près du récif Michif ou à travers les parasols. Washington qualifie cela d'illégal, mais répond toujours de la même façon. Nous naviguerons partout, où le droit international le permet, malgré les situations critiques provoquées par ce jeu du chat et de la souris. En 2018, un destroyer chinois a coupé la proue de l'United States Ship Decatur, frôlant la collision. En juin 2023, un navire de guerre chinois s'est approché à moins de 137,16 mètres de l'United States Ship Chongun lors de sa traversée du détroit de Taïwan avec une frégate canadienne. La radio chinoise a dit aux Américains de se mêler de leurs affaires. La marine américaine a qualifié cela de manœuvre dangereuse. Au fil des années, la Chine est devenue de plus en plus audacieuse, mais les États-Unis ne sont plus seuls pour y faire face. Le Japon, dépendant des voies maritimes par exemple pour l'importation de carburant, a intensifié ses efforts, envoyant des navires pour des exercices conjoints, et envisageant même des patrouilles co-conjointes, avec les Philippines en 2023. Ils ont fait don de patrouilleurs à Manille et Hanoï pour renforcer les gardes-côtes. L'Australie a mené des exercices avec les États-Unis et les Philippines. En 2023, des navires de guerre australiens ont navigué avec des navires philippins dans la zone économique exclusive des Philippines, suivis par des navires chinois. Un média chinois a qualifié l'Australie d'adversaire potentiel, montrant la gravité de la situation. Bien que n'étant pas un acteur direct, l'Inde a des intérêts en jeu en mer de Chine méridionale. L'Inde a vendu des missiles BrahMos aux Philippines, formé la marine vietnamienne et déploie parfois des navires dans la région pour des missions de bonne volonté. En 2020, des think tanks indiens ont suggéré que l'Inde se joigne aux patrouilles conjointes, avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, le Quad. New Delhi n'en est pas encore là, mais elle observe attentivement. L'Europe n'est pas restée en marge non plus. Le Royaume-Uni a envoyé le groupe de porte-avions Her Majesty's Ship Queen Elizabeth dans la région en 2021. La France et l'Australie ont réalisé des ventes conjointes. Même Palau, une petite île du Pacifique, a signé un accord permettant à la garde côtière américaine d'appliquer les lois dans ses eaux, principalement pour arrêter la pêche illégale chinoise. Ce problème n'est plus seulement régional, il est devenu global. Depuis 2024, la construction d'îles, les milices, les batailles juridiques et les confrontations incessantes ont fait de la mer de Chine méridionale l'une des régions les plus périlleuses au monde. Un mauvais mouvement, un capitaine trop confiant, une décision prise sur le vif, et tout pourrait dégénérer en 3e guerre mondiale.